félicitations. Et c'est vrai que parler du populisme, singulièrement dans cette période, non seulement en raison des élections américaines, mais en raison de la primaire à droite, comme la primaire à gauche, de l'émergence pour la première fois dans l'histoire de la Ve République d'une extrême droite qui a toutes les chances d'arriver première après le premier tour au moins, au premier tour des élections présidentielles, c'est la première fois, c'est-à-dire que quasiment dans toutes les hypothèses, elle arrive première au premier tour, et avec la possibilité, ce que j'annonçais déjà dans ce populisme qui vient, de devenir président de la République, contrairement à ce qu'ont pu raconter un certain nombre de gens, en disant qu'il y a une sorte de blocage psychologique. C'est faux. Elle a fait ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de blocage psychologique. Elle s'est gauchisée, comme le font tous les partis qui sont des partis d'extrême droite et qui passent de l'extrême droite pure et simple au populisme. Parce que la caractéristique du populisme, c'est lorsque un parti extrémiste, en général d'extrême droite, ne veut plus rester un parti de marge et a envie d'arriver au pouvoir. Quand il a envie d'arriver au pouvoir, il a besoin de passer au centre de l'échiquier politique. Et pour passer au centre de l'échiquier politique, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est à droite à la base, eh bien il se gauchise. C'était le cas d'Adolf Hitler. Je suis désolé, la comparaison n'est absolument pas raison. Néanmoins, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, ce qui est exactement l'acronyme de nazi, Parti national-socialiste des travailleurs allemands, c'est quelqu'un qui était à la base de droite, voire d'extrême droite, et qui s'est gauchisé en étant ensuite très fier d'avoir octroyé la sécurité sociale au peuple allemand, qui était dans un rapport à la gauche, très fort. En revanche, vous avez exactement l'inverse. L'inverse, c'est Mussolini. Mussolini, lui, était à gauche, voire à l'extrême gauche, et il s'est droitisé pour arriver au pouvoir en chantant les louanges de l'Italie qui serait l'Italie romaine, de l'Empire romain, en modifiant la manière de s'habiller, etc. Alors qu'au départ, il était à gauche, ce qu'il faut savoir. C'était vraiment considéré les faisceaux, l'idée du fascisme, c'était des groupes qui se voulaient des groupes de réforme, de transformation presque révolutionnaire de gauche. Et donc, on a là une des caractéristiques, c'est ça ce que fait le Front National, c'est qu'il se populise. Ce qui nous amène à la définition de ce qu'est le populisme. Parce que moi j'ai entendu, et je ne suis pas d'accord avec le dossier récent du Monde en disant dans lequel on a eu que le populisme, finalement c'était un concept trouble, flou, qui faisait écran à la vraie définition de ce qui était en train de se passer. C'est absolument faux à mon sens. C'est la raison pourquoi j'ai écrit ce livre, ce populisme qui vient. Pour quelle raison? C'est que, justement, le populisme, on peut lui donner une définition très précise. Sauf que, justement, beaucoup de gens ne veulent pas voir ce qui est en train de se passer, donc donnent une définition floue. Par exemple, vous allez avoir des gens qui vont dire « le populisme, c'est de la démagogie, c'est juste la démagogie ». Mais non, c'est pas de la démagogie. La démagogie, tous les partis politiques, tous les hommes politiques dans un système démocratique dit représentatif sont plus ou moins démagogues. C'est-à-dire, en gros, tout le monde, tout homme politique caresse plus ou moins une certaine population dans le sens du poil, ne serait-ce que pour être élu, c'est-à-dire par pragmatisme électoraliste. À minima, après ça peut devenir caricatural, mais à minima, la démagogie, c'est pour ainsi dire une sorte d'effet secondaire qui est dans la continuité de la démocratie représentative, qu'on essaye de limiter au maximum, il y a une tendance, si vous voulez, c'est une sorte de pente naturelle. Deuxièmement, certains autres disent « Ah non, le populisme, c'est juste être proche du peuple. » Jean-Luc Mélenchon. Moi, si on me dit que je suis populiste, eh bien j'en suis fier, ça veut juste dire que je suis proche du peuple. Non, un populiste n'est pas quelqu'un qui est proche du peuple. Un populiste, c'est quelqu'un qui parle à la place du peuple, qui se met à la place du peuple et qui par conséquent s'assoit sur le peuple. C'est pas du tout ça, un populiste, c'est ça. La preuve, je vous donne la preuve. Pourquoi est-ce que Trump est populiste? Trump est populiste parce qu'il parle à la place du peuple, donc il n'a plus besoin des institutions représentatives. Il dit le Congrès, je m'en fous, le Sénat, je m'en fous, tout ça, c'est le système. Et en même temps, il n'est pas plus proche du peuple. Pour autant, il est milliardaire. Il n'est pas proche des gens qui ont voté pour lui. C'est pas quelqu'un qui est proche objectivement des gens qui ont voté pour lui. Il est très éloigné. Donc, il est vraiment populiste dans ce sens-là. Donc, la question du populisme, c'est moins la question des hommes qui le représentent, parce qu'il y a toujours eu des populistes. C'est-à-dire un populiste, c'est quelqu'un qui objectivement est ridicule en tant que tel. Donc on le voit, vous regardez Adolf Hitler, s'il n'avait pas été le Führer, vous le regardez, c'est un personnage, c'est de l'humour. C'est-à-dire qu'il est là, il a une sorte un sérieux tellement...
ça en est hilarant, sa manière de se comporter. C'est hilarant. Vous regardez Mussolini, c'est encore pire. Alors là, c'est carrément un spectacle à lui tout seul, avec des froufrous de tous les côtés, etc. Vous regardez Trump. Trump, c'est un humoriste. Un humoriste qui dirait des gros mots. Mais on n'y croit pas. Je passe les fesses des filles. Il dit comme ça. Trump, c'est ce qu'il fait. C'est ça. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez même des populistes qui sont carrément des humoristes en Italie. C'est carrément des humoristes professionnels. Ça marche tellement. Bon, voilà. Donc, en France, c'est un peu moins de l'humour parce qu'il y a la tradition française, un peu pseudo-intellectuelle, etc. Donc, Marine Le Pen, elle essaye de faire un peu plus sérieux. Mais elle aussi, elle est drôle. Non, mais elle est drôle dans le contenu de ce qu'elle dit. Si, objectivement, c'est drôle. Hein. Sincèrement, le populiste, s'il n'est pas au pouvoir, vous l'invitez à un dîner, vous vous amusez. Le problème, c'est quand le populiste est au pouvoir. Ça, c'est un vrai problème. C'est là où ça devient grave. Et donc, la vraie question, c'est comment des individus objectivement aussi ridicules, quand on leur pose la question, par exemple, pourquoi est-ce que, enfin quand même, vous exagérez, vous ne payez pas d'impôts. C'est normal, c'est parce que je suis plus intelligent que les autres. Oui. Mais, voilà, donc, non mais, il dit ça directement le type. Il le dit à tout le monde, il dit voilà. Donc, comment se fait-il que ces individus arrivent au pouvoir? Ça, c'est une vraie question. Là, du coup, on est dans une vraie question. Eh bien, ils arrivent au pouvoir quand il y a ce qu'on pourrait appeler un problème de mythologie collective, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité. C'est-à-dire quand les gens ne savent plus très bien ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils en sont. Identité, c'est le mot identité, c'est quand on a le sentiment qu'on n'est pas identique à ce qu'on a été. Identité, c'est bien d'aller directement dans le sens des mots. On n'est pas collectivement identique à ce qu'on a été, on a peur de ne pas l'être. Donc ça se traduit par la nostalgie. Nostalgie, vous savez, c'est comme dans antalgie, c'est la même. C'est nostalgie, c'est la douleur, c'est le rapport à la douleur. Nostalgie, c'est la douleur du retour. La douleur, on voudrait retourner, c'est cette espèce de douleur parce qu'on a le sentiment qu'on n'est plus ce qu'on a été. Or, on est bien dans une situation aujourd'hui de douleur identitaire, c'est-à-dire de nostalgie identitaire. Maintenant, l'autre question, c'est pourquoi on est dans cette situation? Parce que c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est pour ça que c'est lié, le sans-emploi. Sans-emploi, c'est un livre de philosophie, de sociologie, c'est pas seulement un livre d'économie. C'est pour ça que le sous-titre, c'est Conditions de l'homme post-industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où, objectivement, du point de vue économique, ça n'a jamais été aussi positif dans les sociétés industrielles avancées. Jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais produit autant de richesses par habitant. Jamais. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité depuis le néolithique, avec si peu de travail humain. En se rappelant que le mot travail, c'est quand même un mot, tripalium, qui est l'instrument de torture, parce que c'est l'horreur de l'horreur absolue, ou alors vous avez un autre mot qui est le mot labeur, qui est à peu près l'équivalent, mais qui là, labeur, ça vient de quoi? Ça vient de ce qui était considéré comme le plus horrible, d'avoir le nez dans la terre et pas pouvoir faire autre chose. Labeur, c'est le labour. C'est le fait de labourer, c'était considéré comme étant cette espèce de nécessité immédiate de ce rapport presque musculaire, cette lutte permanente avec la terre. C'est pour ça que le mot labeur de labourage a fait labeur au sens de ce qu'il y a de pire dans le travail, et le travail étant vous voyez, justement, cette idée de torture. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où, à mon sens, on est passé au paléolithique d'une économie qui était une économie de subsistance, c'est-à-dire immédiate, c'est-à-dire il fallait absolument se nourrir, à une économie de rareté, que j'appelle de rareté, c'est l'économie depuis le néolithique, c'est-à-dire où on a produit un maximum au-delà des biens de subsistance, on a produit ce que j'appelle des biens de confort objectif, ou je les appelle autrement, on verra plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Et c'est les grandes civilisations, à postérieur au néolithique, l'invention de l'écriture, les ponts, etc. Et aujourd'hui, on est dans une économie qui est une économie d'abondance. C'est la deuxième économie, le néolithique, qui a inventé la valorisation du travail, qui était nécessaire, et qui a fini par inventer ce qu'on appelle le capitalisme, qui est fondé. Et moi, je ne suis pas contre le capitalisme en soi. Ce n'est pas le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer notre société avec les deux piliers qui ont été ceux du capitalisme. Un, le travail. Deux, l'accumulation matérielle pour pouvoir anticiper sur demain, à vouloir être obsédé par l'accumulation matérielle qui s'est traduite par l'accumulation financière, par les moyens financiers qu'on a pu avoir. Ces deux piliers, ils sont en train de s'effriter objectivement. Ne serait-ce que parce que pour la première fois dans l'histoire humaine, on a vu dans les années 60-70 un mécanisme qui s'est enrayé,
qui est ce que les économistes appellent le mécanisme du déversement, c'est-à-dire que chaque fois qu'on améliorait une technique, jusque dans les années 70, 80, 90, ça crée plus d'emplois, parce que ça crée par exemple des emplois de contrôle, d'autres types d'emplois. Et donc, il n'y avait aucun problème. Sauf que pour la première fois, dans les années 80-90, on a vu surgir dans les sociétés dites industrielles avancées, c'est-à-dire les nôtres, progressivement, une productivité qui a décroché par rapport au travail nécessaire. Alors que jusque-là, même dans les années 50, la productivité, elle était dépendante même de l'organisation du travail humain. C'était dans les usines, l'organisation scientifique du travail, le taylorisme, le fordisme, etc. Et là, on a eu un décrochage. Mais un vrai décrochage. Et là, on n'a plus compris ce qui se passait. On a eu un chômage qui était un chômage qui n'était plus frictionnel, c'est-à-dire qui était là pour endiguer les rouages de la machine, plutôt, pour huiler les rouages de la machine, mais on a eu un chômage qui s'est accru, en touchant tout le monde, les classes moyennes, absolument tout le monde, alors que, ce faisant, nous sommes restés sur les mêmes valeurs obsessionnellement attachées au travail, elle n'en revient, comme une identité. C'est ça la logique de l'emploi. Et donc, qu'est-ce que c'est qui produit le populisme ? In fine. Après, on va rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui produit la machine à produire le populisme? La machine à produire le populisme, c'est juste une société qui est objectivement de plus en plus prospère et une société où s'accroît tendanciellement l'exclusion en même temps. Toutes les formes d'exclusion, quelles qu'elles soient, qui sont parfois pas des exclusions stricto sensu économiques, c'est ça où j'essaye de montrer, c'est-à-dire des exclusions qui sont vraiment liées à l'identité, ne serait-ce qu'à l'identité d'un individu qui serait au chômage, mais qui toucherait encore un chômage relativement élevé, il se sent quand même exclu du point de vue de son identité parce qu'il est au chômage. Avec une société où il va y avoir des sortes d'oppositions symétriques, chômeur, travailleur, ou l'individu qui bénéficie d'un contrat spécifique à durée indéterminée, qui est au sommet de la hiérarchie, puis ensuite, celui-ci, il a seulement un CDD, puis après il a des contrats aidés, puis après il a plus rien, puis après il est chômeur, puis après il est en fin de droit, et puis après il touche juste un revenu vraiment qui l'empêche d'y passer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à droite comme à gauche, aux États-Unis ou ici, tout ce qui est proposé, c'est juste de gérer cette situation. Et donc personne n'y croit, c'est-à-dire que quand les hommes politiques disent on va créer les emplois, on va créer les emplois, on va créer les emplois. Alors moi, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que 1, c'est impossible. Impossible, c'est-à-dire que vraiment impossible. Et puis 2, c'est pas souhaitable. C'est-à-dire que quand bien même ce serait possible, ça pourrait être possible. Il suffirait de casser les machines qui travaillent à notre place. Donc on créerait des emplois. On créerait des emplois, mais bon, on retomberait dans une société pré-industrielle. Je ne sais pas si c'est si désirable que ça, quoi. Donc il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire que la sécurité sociale aujourd'hui, toute la sécurité, tout le système de protection sociale, il est fondé sur le travail. Donc comme il est fondé sur le travail, et que de toute façon il y aura de moins en moins de travail objectif, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de demandeurs, de moins en moins de contributeurs. Et comment vous voulez que le système ne s'effondre pas? Vous pouvez mettre des socialistes qui sont dans cette espèce de préservation d'une social-démocratie qui ne fonctionne plus, donc du coup en réalité ils sont néolibéraux, mais c'est normal parce que de toute façon ça ne marche pas. Et ceux qui sont en face, qui se disent nous on est plutôt à droite, et puis ils sont néolibéraux aussi, donc ils font la même chose. Donc ils sont désignés immédiatement par ceux qui sont en face, par les populistes, c'est-à-dire par les clowns de service, qui disent regardez, c'est le système. Et donc ils finissent par avoir raison parce qu'ils sont clowns. C'est-à-dire que le fait de dire, c'est ça qui est incroyable dans une période populiste, c'est que ceux qui sont entre guillemets dans le système sont tellement en train de préserver le système sans avoir aucun programme de fond, en disant des choses qui sont objectivement fausses, ils le savent plus ou moins, les gens s'en rendent compte, parce qu'ils voient bien que c'est pas possible, ils voient bien qu'il y a un problème. Plus de prospérité, plus d'exclusion, ils disent qu'on va créer des emplois, c'est impossible. Or, ça fait 50 ans que ça dure, c'est impossible, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette pollinisation financière qui consiste à rémunérer à la dernière minute les gens avant qu'ils sortent complètement du système? Du coup, là oui, c'est vraiment de l'argent perdu, parce que ça ne donne pas envie aux gens d'avoir une activité, puisqu'ils ont l'impression qu'ils sont laissés, qu'à la dernière minute ils sont là et ils se sentent pauvres symboliquement, aussi culturellement, pas seulement économiquement. Oui. Donc, la réalité, c'est que les populations qui votent pour Trump, j'en suis désolé, ou qui votent pour Marine Le Pen ici, j'en suis désolé de le dire, mais dans un sens,
ça part d'une intuition qui est vraie. Sauf qu'à partir de cette intuition qui est vraie, comme il n'y a pas d'offre politique à gauche ou à droite, le seul fait de dire « Ah, les autres sont tous des cons », ça suffit à être un argument sans donner du fond. C'est ça qui fait le lit des populistes. Donc vous allez avoir juste un type qui est caractériel, parce qu'il est caractériel, le fait même qu'il soit caractériel, ça donne le sentiment qu'il est en dehors du système, le seul fait qu'il soit impudique, toutes les caractéristiques extérieures qui donnent le sentiment, il va péter sur la table, il va faire ceci, il va dire poète poète, on va dire ah, il n'est pas comme les autres, ah bah oui, il n'est pas comme les autres, il n'a aucune pudeur, aucune retenue, rien du tout. Ils se disent ah, c'est déjà pas mal, même si ça fait pas un... Mais ça finit par être ça. C'est ça qui est dingue, c'est que ça finit par être ça. C'est-à-dire le manque de retenue, même en disant n'importe quoi, c'est-à-dire, il dit n'importe quoi, les gens ont conscience qu'il dit plus ou moins n'importe quoi, même les gens qui votent pour lui. Mais ils se disent, au moins il ne dit pas ce que disent les autres, n'importe quoi, si ça se trouve, au hasard, il va tomber mieux. Non mais, je veux dire, c'est dire que ça finit par être ça, ce qui fait la puissance du populisme dans une société. Parce que, je reviens maintenant, je sors du bouquin Sans emploi, et je reviens à ce populisme qui vient. En montrant plus avant quelles sont les caractéristiques du populisme historique. Parce qu'en fait, les deux livres se complètent dans... Ce populisme qui vient, c'est ce que j'essayais de vous expliquer par mail, c'est que... Mais je me suis dit que j'allais pas passer mon temps à le démontrer sur des pages et des pages, je vais le démontrer sur place, parce que je sais que quand on n'a pas encore eu la démonstration, par définition, on ne peut pas la deviner, donc je préférais la donner maintenant. C'est que ce populisme qui vient, c'est le constat clinique de l'avancée du phénomène, en disant, voilà pourquoi ce phénomène avance. Le sans-emploi, c'est le constat de la situation économique, sociale et culturelle aussi. Et donc, puisque je dis qu'il faut changer de façon systémique, il faut changer le système, je dis comment le changer du coup. Donc c'est la version positive. Alors que ce populisme qui vient, c'est la version négative. C'est-à-dire qu'est-ce qui est en train d'advenir. Alors, qu'est-ce qui est en train d'advenir et quelles sont les caractéristiques de du populisme en dehors de... C'est que le populiste, je vous disais donc, il est séminalement attaché au peuple, il prétend parler à la place du peuple, donc du coup il n'a plus besoin des institutions représentatives, la démocratie c'est lui tout seul, donc il n'y a plus de démocratie, puisque quand il parle c'est directement le peuple, c'est même plus la peine de voter, parce que ça finit par être fonctionné comme ça. Et donc il défend le peuple, mais il défend le vrai peuple, quel qu'il soit. C'est ce que j'appelle dans le bouquin le populisme liquide, que je distingue de celui des années 30, parce que dans les années 30 c'était un populisme solide. Pourquoi il était solide? Parce que la définition de ce qu'était le vrai peuple allemand, ou le peuple, ça s'appuyait sur une idéologie solide. Ah, horrible, mais solide. C'est-à-dire l'idéologie racialiste, néo-évolutionniste, spécifique, avec les types qui mesuraient les cerveaux, le truc, des choses complètement débiles, mais solides. Pour pouvoir dire, ça c'est du vrai peuple, ça c'est du faux peuple. Ah, on voit que c'est un peu du juif, c'est du faux peuple. Parfois on peut se tromper, hein, parce que, bon, voilà. Mais c'était ça l'idée. Alors qu'aujourd'hui, comme on n'est plus supposé être raciste, la définition du vrai peuple, elle s'effectue à partir du concept de culture. C'est les ennemis de notre culture, ils ne sont pas assimilables, etc. On voit toute une série de choses, toute une série un vocabulaire, et en même temps, on peut glisser de ce qui est le vrai peuple, et ce qui est le reste, évidemment, c'est le faux peuple, l'ensemble des faux peuples, c'est-à-dire toutes ces minorités bizarres qui nous souillent, qui nous pourrissent, qui ne devraient pas être là, qui sont là quand elles ne devraient pas être là, etc., qui peuvent varier en temps réel très rapidement. C'est pour ça que je parle de populisme liquide. Tiens, je vous donne un exemple. Les musulmans qui sont par excellence les considérés comme étant le faux peuple, les traîtres de l'intérieur, ceux qui ont envie de... On le voit hein, dans les début des années 2000. Avant les années 2000, on disait les musulmans ils ne sont pas facilement intégrables parce que les pauvres, enfin c'est même pas les pauvres, mais c'est que ils n'ont pas la même culture, ils sont un peu plus primaires que nous. Enfin on voyait que c'était vraiment, il pouvait y avoir même une certaine peur, une certaine angoisse. Mais dans les années 2000 c'est différent. Il y a un renversement, c'est une autre caractéristique du populisme. C'est que lorsque on est en situation populiste, les forts, les plus nombreux, ceux qui sont plus nombreux quantitativement, se représentent qualitativement, c'est-à-dire émotionnellement, comme étant minoritaires. Parce qu'ils sont encerclés. Donc vous allez avoir un Zemmour, par exemple, qui est caractéristique du discours populiste, qui va être lu par des millions de gens, c'est-à-dire c'est lui qui est le plus lu en France, et qui dit qu'il est encerclé par tout le monde, qui passe jamais à la télévision, même si on le voit toute la journée.
C'est-à-dire qu'il a ce sentiment, et il a le sentiment, j'ai déjeuné avec lui plusieurs reprises, je le connais, etc. Et il a vraiment ce sentiment-là. Bon, maintenant, il a de quoi se payer une dizaine de maisons sur la Côte d'Azur grâce à le populisme. Ça paye, quand même. Il faut le dire aussi que ça a un effet. Il y a certains qui sont moins populistes, mais ils deviennent un peu populistes, histoire de... Parce qu'à la limite, aujourd'hui, vous voulez bien vendre un livre. Vous dites comment l'horreur identitaire, etc. Vous mettez même rien à l'intérieur, parce que les gens s'en foutent de ce qu'il y a à l'intérieur. L'important, c'est d'avoir mis le titre. C'est ce qui compte. Puisque, je vous dis, la caractéristique d'une période populiste, aussi en termes de vente de livres, c'est que... Non, c'est très simple, hein, c'est très très simple. C'est que, dans une période normale, les gens, ils achètent des livres. Pourquoi? Pour deux raisons essentielles. Un, soit une raison qui est lié à une sorte de plaisir narratif, de découverte d'une histoire, etc. C'est plutôt le côté roman, style, narration, etc. Deux, c'est plutôt le deuxième type de livre qui se vend bien pour ça, c'est soit historique, soit scientifique, vulgarisation historique ou vulgarisation scientifique, parce qu'ils veulent connaître des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, en gros, c'est la curiosité. C'est la curiosité, la volonté de savoir, etc. En période populiste, donc c'est des choses qu'on ne sait pas. En période populiste, les gens achètent des livres parce qu'ils veulent lire ce qu'ils croient déjà savoir. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas apprendre un truc. Les gens qui lisent Zemmour, ils n'ont pas du tout le sentiment d'apprendre quelque chose. Ils ont le sentiment, quand ils lisent, leur plaisir consiste à faire « Ah, il a bien raison, hein, je le savais. Ah ben oui, alors là c'est... Ah bien oui alors. » En gros, ce qu'ils veulent, c'est qu'on confirme ce qu'ils sont déjà persuadés savoir, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent reconstituer de l'identité, c'est-à-dire le sentiment d'être ensemble, encerclés, et que ça confirme ce sentiment. Ils ne veulent pas autre chose. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en période populiste, il y a une mise en scène générale, et aujourd'hui, on a cette mise en scène en général qui s'est mise en place dans notre société, malheureusement, dans l'ensemble des sociétés industrielles avancées, c'est-à-dire, paradoxalement, dans l'ensemble des sociétés qui sont les plus riches de la planète. C'est-à-dire, qui ne supportent pas leur richesse, qui ne supportent pas la situation dans laquelle ils se trouvent, parce que le passage du néolithique, c'est-à-dire le passage d'une économie de rareté à une économie d'abondance, est insupportable. On n'arrive pas à faire le virage, on n'arrive pas à changer le système, donc on s'effondre en raison d'une abondance dont on ne sait pas quoi faire. Et on ne sait pas comment la gérer, on ne sait pas comment maintenir la motivation, on ne sait pas. Je reviens au deuxième bouquin, du coup, là, incidemment. Qu'est-ce que je disais juste avant d'y arriver sur le deuxième bouquin? Si, juste avant. Voilà, la mise en scène. La mise en scène, comme dans toute mise en scène, ça veut dire qu'il y a un scénario et qu'il y a des acteurs dans cette mise en scène. Et donc, il y a des acteurs fondamentaux aujourd'hui dans ce populisme. Évidemment, l'acteur essentiel du populisme, c'est le populiste. Il n'est pas essentiel, il est lié à l'autre type d'acteur, vous allez voir, c'est le héros. Mais comme je vous disais, le héros populiste est un héros tragique, pas dramatique, tragique. Parce que qu'est-ce que c'est que la tragédie? La tragédie, c'est quand on a le sentiment que c'est déjà perdu. C'est très important, ça. Du coup, le héros tragique, c'est celui qui fait le tout pour le tout, sachant que c'est foutu. C'est Achille. Il sait qu'il va mourir, c'est ça le sens de la tragédie. Il sait qu'il va mourir, mais ce qui compte, c'est le combat. C'est la beauté du geste. C'est ce que pense Zemmour. Hein. Discuter avec lui, il dit « Je sais que c'est foutu, mais je fais quand même ces livres parce qu'on a déjà perdu. Mais bon, peut-être qu'on va quand même gagner, mais peut-être qu'il y a quand même une chance. C'est le désastre, c'est déjà le désastre, déjà tout est foutu. » Et qu'est-ce que ça permet de faire quand on dit que tout est foutu? Comme tout est foutu, on peut donc tout se permettre. D'où le comportement du populiste. Parce que si tout n'était pas foutu, on ne pourrait pas tout se permettre. Mais si tout est foutu, on peut tout se permettre. D'où la période populiste en France, par exemple. Comment est-ce qu'elle se manifeste par rapport à l'idée de laïcité, qui est devenue une laïcité tragique aujourd'hui. C'est-à-dire une laïcité qui peut tout se permettre, même en remettant en cause la laïcité, pour défendre la laïcité. Hein? Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être, pour vous montrer des exemples concrets, dont je parle aussi dans le bouquin, c'est 2003, rapport de François Baroin à Jean-Pierre Raffarin, titre du rapport sur la nouvelle laïcité, on sait ce que ça veut dire, nouvelle laïcité. Vous lisez le bouquin, et à un moment donné, il est écrit qu'il peut y avoir une contradiction entre la laïcité et les droits de l'homme, et donc évidemment, il faut choisir la laïcité. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire du point de vue logique, hein, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, du point de vue logique, ça n'a aucun sens. Du point de vue populiste, tout de suite, ça prend sens. Mais du point de vue logique, on voit, ça n'a pas, comme disent les Anglais, c'est complètement nonsensical. Ça n'a pas de sens logique. Moi, je le donnerai en dissertation à des étudiants.
C'est juste incompréhensible comme titre. Puisque la laïcité, c'est très exactement l'application de la logique de 1789, de la logique des droits de l'homme, en matière de liberté d'expression de sa conscience. Et en particulier dans l'expression en termes de culte. C'est tout ce que ça veut dire. Et la loi de 1905, où on n'emploie pas encore le mot de laïcité, est directement liée à ça. Elle commence d'ailleurs en disant que la République défend la liberté de culte, etc. Et même mieux, non seulement elle défend la liberté de culte, la République, mais elle dit que c'est l'État qui est responsable de permettre cette libre expression dans les meilleures conditions. Ça veut donc dire que ce n'est pas du tout la négation du financement, dans la logique française. Ça veut dire que l'État ne prend pas position sur la croyance, il ne finance pas a priori le culte, sauf s'il y a un problème. Par exemple, les derniers arrivants qui sont obligés d'avoir leur culte dans des caves, qui sont extrêmement pauvres, et du coup, ça met en cause, du point de vue de l'hygiène publique, même leur capacité à pouvoir vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Et à ce moment-là, l'État peut réajuster. Ce que j'appelle la variable de réajustement, puisque la loi de 1905, elle est intéressante parce qu'elle est construite. Elle est exactement construite comme la devise française, liberté, égalité, fraternité. Liberté, on raffirme liberté de culte, etc. Ensuite, égalité, le problème c'est que cette liberté, elle ne peut pas fonctionner si les gens ne sont pas un minimum à égalité, donc il ne faut pas financer en particulier l'église qui était dominante, qui est l'église catholique, égalité. Mais en même temps, même si on ne finance pas, on se rend compte qu'on n'arrive pas quand même à quelque chose d'optimal. Du coup, dernière, ce que j'appelle la variable d'ajustement, fraternité, éventuellement, on réajuste sur certaines communautés pour que justement, il puisse y avoir une vraie liberté, parce que la liberté c'est quoi? La liberté c'est la capacité à l'exprimer, cette liberté. Pour l'exprimer, il faut avoir les moyens culturels, sociaux, économiques, etc. Donc, on en arrive à une situation où quand on dit la laïcité serait en contradiction avec les droits de l'homme, il faut choisir la laïcité, immédiatement on se demande ce que peut bien être cette laïcité. Oui. Et on se rend compte tout de suite ce qui se passe à partir du début des années 2000. On va appeler laïcité le fait d'interdire s'habiller d'une certaine manière, de faire certaines choses, etc. Alors que ça n'a jamais été ça. Quand on interdit dans une société, moi j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit d'interdire, attention. Parce que je sais que la caractéristique des populistes, c'est qu'il veut absolument caricaturer le discours d'autrui. Par exemple le mien. Donc, pourquoi il veut caricaturer le discours d'autrui? Parce que, ah oui, je vais revenir sur les acteurs. Premier acteur, le héros. Le héros, il a besoin d'un deuxième acteur qui est une sorte d'acteur global, c'est le peuple trompé. D'accord? Donc le héros, il va avec le peuple trompé. C'est ceux qui sont c'est les gentils, si vous voulez, dans l'esprit du populisme, dans le scénario. Le héros, le peuple trompé. Donc le peuple trompé, il se sent représenté par le populiste. Hein? Et ce peuple, il a une autre caractéristique. Toutes les différences sociales, toutes les différences économiques, classe moyenne, pas moyenne, tout ce qu'on veut, elles sont réunies sous cette appellation abstraite de peuple. Ce qui fait que, c'est pour ça que le populiste, il est ni à droite ni à gauche. Puisqu'il défend le peuple, même les classes moyennes, tous les gens qui se sentent angoissés, quelles que soient leurs caractéristiques sociales, économiques, leurs intérêts contradictoires, poum, ils entrent dans cette catégorie. Donc c'est ça qui est génial dans l'idée du populiste. C'est pour ça qu'il peut faire varier, comme il veut, son curseur. Et ensuite, en face, il y a les faux peuples. Et alors là, ça peut varier, comme c'est du populisme liquide, à grande vitesse. Ça peut être les faux peuples, ça va être, je sais pas, ça peut être les musulmans en général, mais en même temps, les musulmans peuvent devenir le vrai peuple. Par exemple, le mariage pour tous. Immédiatement, les musulmans, ils vont marcher main dans la main avec les cathos intégristes. Et à ce moment-là, c'est les homosexuels qui vont devenir le faux peuple. On va dire, ah non, on n'est pas anti-homosexuel. C'est juste une question de culture, d'éducation, etc. Oui, c'est ce que je vous dis, le curseur sur la culture. Mais en fait, ça revient au même, c'est une question de culture. C'est juste que les enfants, ils sont malheureux à être élevés par des homosexuels. Moi, je vous assure, hein, j'ai été élevé par des parents qui ne sont pas homosexuels, je rêvais tous les jours qu'ils divorcent. Et je sais qu'on dit que c'est génial, que ça trouble les enfants, le divorce, etc. Moi, j'en rêvais. Je me disais, comme ça, ils foutront la paix, ils seront préoccupés par leur... Donc, très sincèrement, la question, c'est juste une question individuelle. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être très heureux, élevés par des homosexuels, d'autres élevés par des hétérosexuels. Bon, si c'était une réussite absolue dans l'histoire de l'humanité, d'être élevé par des hétérosexuels, ça se saurait. Vraiment, ça se saurait, du point de vue de... Alors moi, je ne dis pas que ça ne pose pas des problèmes, mais qu'est-ce qui ne pose pas de problème? C'est juste pas a priori. Et bien donc là, on avait les ennemis, les faux peuples, etc., sans cesse en train de varier. Donc là, c'est... Et puis, de l'autre côté
avec les faux peuples, qui y a, moi, les traîtres. Les traîtres, les élites, le système, tout ce que vous voulez, l'idiot utile, lorsqu'on parle de l'islam, tout ce que vous voulez. Tout ça peut être n'importe quoi, mais c'est le traître. Et pour pouvoir donc qualifier comme traître, le populiste, lorsque je tiens le discours que je suis en train de tenir maintenant, par exemple, il a besoin de caricaturer mon discours, parce que sinon ça ne marche pas. Il a besoin de me mettre dans une case pour dire c'est vraiment un traître. Il a vraiment une idée derrière la tête, alors que j'ai toutes mes idées devant la tête, hein, je vous assure. J'en ai aucune derrière, mais bon, je suis supposé en avoir tout le temps derrière la tête. Alors que moi, je les mets devant. Hein. Pour ça, je suis un peu comme Trump. Hein. En moins simpliste, j'espère. Mais je les mets devant, mes idées, hein, vraiment. Il n'y a aucun problème. Tout ce que je fais, je revendique ce que je dis ce que je revendique, donc il n'y a pas de... Mais je suis toujours supposé être payé par je ne sais pas qui, par derrière, par machin, par truc. Donc je suis supposé être très riche, je dit au passage, ce qui est fou. Donc, parce que je suis payé par tellement de gens. Voilà. Donc vous avez cette espèce de façon de caricaturer sans cesse celui qui est supposé être le traître. Une fois que vous avez ces 4 personnages, vous avez une scène populiste. C'est exactement la scène que vous trouvez en France, en Belgique, dans l'ensemble de l'Europe. Vous avez cette scène qui est avec une mise en scène très structurée, avec le héros, le peuple trompé, le traître et les faux peuples, qui sont les minorités, qui sont de l'autre côté. Vous voyez ? Et vous avez sans cesse ça. Alors les faux peuples, c'est quoi? C'est des gens qui sont immigrés, c'est des gens... Mais c'est ça qui est génial avec le populisme, c'est que, regardez le vote de Trump, regardez le vote de Trump aux États-Unis. Il insulte les femmes à longueur de temps. Hein? Et c'est les femmes qui votent pour lui. Mais attendez, moi j'avais... Alors, j'envoie des tweets, et je ne les envoie pas directement parce que je ne sais pas faire, je ne m'occupe pas de Facebook, machin, etc. Et donc, il y a une petite qui regarde, et il y en a un des tweets que j'ai envoyé le soir, ils n'ont pas voulu le passer, ils ont dit non, c'est trop. Pourtant, je ne faisais, alors je sais que ça va être choquant ce que je vais dire, que prendre exactement ce que disait Trump avec la traduction littérale. Je vous dis, c'est traduction littérale, c'est entre guillemets, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est quand même chaud de savoir que le type est élu président des États-Unis aujourd'hui, hein, président élu. Entre-temps, il peut mourir, il est juste président élu, on ne sait jamais, hein, peut-être avant le janvier. Mais pour l'instant, il est juste président élu, comme on dit. Elected president. Voilà. Mais voilà, donc, j'avais mis dans le tweet, Trump, 2 points, ouvrez les guillemets, ce qui est bien quand on est milliardaire, c'est qu'on peut foutre sa bite dans toutes les chattes. Fermez les guillemets. Et moi, j'avais rajouté, et quand on est politique, quel programme? C'est-à-dire, bon, ok, on a compris ta motivation pour devenir milliardaire. Maintenant, ta motivation pour être politique, est-ce que c'est un peu autre chose? C'est-à-dire, est-ce que tu vas chercher, je ne sais pas, d'autres chattes? Ou je n'en sais rien. Puisqu'on est en droit de se poser la question, puisqu'apparemment, c'était son programme pour devenir... C'est la même, c'est de baiser les gens. Hein. Ah ouais? C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Il va peut-être élargir le champ. Il va peut-être élargir le champ, comment dire, oui, de ce qui est à baiser, quoi. Voilà. Ça va, il va élargir sa population. Pourquoi il n'est pas passé ce tweet? Il va, comment? Ah non, mais non, non, mais j'aurais pu dire, je le passe, c'est mon équipe. Oui. Mais ils m'ont dit, non, c'est trop, sincèrement, on n'est pas... Je dis, bon, ok, d'accord. Non, mais si j'avais dit, c'était pas une censure. C'était juste qu'ils m'avaient dit, ça va adoucir mon propos, parce qu'après, j'en ai envoyé, j'étais tellement énervé, j'en ai envoyé à la suite toute une série. Puis il y avait celui-là que j'avais mis au milieu, ils m'ont dit, oula, c'est quand même un peu trop, peut-être celui-là. Pourtant, je ne faisais que traduire exactement. Je traduis l'anglais, c'était hallucinant. Où il y en a un autre où il dit toujours, parce que lui, la seule chose qui le préoccupe, vous écoutez, vous faites une analyse de contenu de ce qu'il dit, c'est soit le sexe, soit l'argent. Mais vraiment l'argent, c'est-à-dire au sens on lui dit, il dit, moi de toute façon, je vous emmerde parce que je pèse plus que 9 milliards de dollars. Et d'ailleurs, on dit que c'est 9 milliards de dollars, mais en fait, c'est plus que 9 milliards de dollars, etc. Et ou alors, petite discussion, il dit, on l'entend dire, à nouveau maintenant c'est sur le sexe, il dit, tu devrais pas draguer cette nana, c'est un ami à lui qui lui dit ça, parce qu'elle a l'air perturbée. Qu'est-ce qu'il répond? C'est monstrueux. Il dit, ah non, c'est les meilleurs les perturbés. Il dit, c'est les meilleurs, mais il ne faut pas rester longtemps avec elle. Mais il dit, c'est quand même les meilleurs coups, non, moi j'adore, etc. Et il est. Mais c'est-à-dire que ce type est élu président des États-Unis. Il faut quand même réaliser le truc. Et après, il dit, mais bon. Et après, il fait le lien. C'est pour ça. Je trouvais ça intéressant, sa citation sur les chattes et milliardaires, parce qu'il fait le lien finalement entre les deux.
à la fin. Ça croise ces deux obsessions en une. L'allusion aux règles des femmes. Ah, l'allusion aux règles des femmes, oui, C'est fou, ça. Ah oui, il dit, elle avait du sang qui lui sortait par la bouche, elle dit comme ça, et puis sûrement par d'autres orifices, dit, quand la journaliste l'interroge. C'est, je pense qu'on n'a jamais connu ça, hein, sincèrement. Alors, comment ça se fait que Donc- les femmes ont voté pour lui? Comment? Qu'est-ce qui Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est que aujourd'hui, on est à un tel niveau où le système, à l'évidence, ne fonctionne plus du tout pour les raisons que j'indique, du point de vue des technosciences, etc. tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une prospérité objective, en même temps plus d'exclusion, et il n'y a aucun espoir d'avoir plus d'emplois, aucun, et tout le monde dit le contraire. Vous regardez les programmes de droite comme de gauche, ils vous disent on va faire de l'emploi. Enfin, moi j'aime Juppé. Comment? Pas NKM, mais je suis d'accord. Pas NKM, c'est vrai. J'ai d'ailleurs envoyé mon livre pour ça. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Ah, je pense qu'elle elle lit en plus, c'est une des rares à lire. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, dans l'offre politique, parce qu'elle ne sera pas candidate, c'est pas possible. Voilà. Dans l'offre politique, on aura soit l'un, soit l'autre, et dans les deux cas, ils disent on va créer des emplois, vous allez voir, mais personne ne le croit, de toute façon, il n'y a pas personne en France pour le croire. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire, c'est pour ça que je disais pourquoi, ça veut dire qu'aujourd'hui, même des gens qui ne sont pas d'accord avec Trump, c'est-à-dire avec les caractéristiques de son outrance, l'outrance en elle-même fait programme. C'est-à-dire c'est un populisme dans sa frange extrême, c'est juste l'outrance elle-même, c'est-à-dire le fait qu'il sorte de ses gonds, on dit les gonds c'est le système, donc il sort de ses gonds, donc déjà au moins il n'est pas dans le système, donc peut-être qu'il y a une chance. C'est ça cette espèce de non-raisonnement. Si vous voulez, on pourrait dire que ça ne résonne pas au sens RAI, mais ça résonne RE. Ça résonne, c'est quelque chose, d'un seul coup ça résonne, et du coup on a envie, on se sent plus en résonance, même si on ne résonne pas de la même manière. Vous voyez, on se sent plus en résonance avec Trump, même si on ne résonne pas de la même manière. Mais je veux dire, tout le monde en fait éprouve ça, dans un certain sens. Parce qu'on se dit, de toute façon, avec le reste, c'est pas possible. Donc, moi ce que je propose dans Sens Emploi, c'est de dire, mais alors, finalement, on n'a pas le choix, soit Trump, c'est la répétition générale de ce qui va se passer en Europe, puisqu'on voit, tout est prêt pour ça. Tout est prêt pour ça, toutes les structures sont prêtes pour ça, les partis existent déjà, à l'intérieur des partis, il y a des gens qui sont tous déjà dans cette logique-là, ils sont sur les starting blocks, ils sont tous excités comme des malades pour y aller, de Marine Le Pen en passant par Sarkozy, qui se dit ça y est, c'est bon, vous allez en Autriche, c'est pareil, en Suisse, c'est pareil, en Norvège, c'est pareil, à peu près partout en Europe, on a UKIP, United Kingdom Independence Party, au Royaume-Uni, c'est pareil, c'est eux qui ont poussé pour le Brexit, mais tout est... moi, je ne suis pas contre le Brexit. C'est juste la motivation du Brexit qui est intéressante. Qui montre que ce n'est pas le Brexit en tant que tel qui est un problème. Moi, je pense qu'une Europe sans le Royaume-Uni est une Europe plus intégrée et plus cohérente. Ce n'est pas le sujet. Mais la motivation du Brexit, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans l'ensemble de l'Europe où tout le monde veut faire son exit, quoi. C'est-à-dire son souverainiste, son petit souverainiste en culotte courte. Que ce soit en France, que ce soit à peu près partout ailleurs, que ce soit on regarde en Belgique. Alors en Belgique, ça déjà, c'est pas très grand. Hein, mais alors, si on suit le développement de ce qui est revendiqué, c'est terminé. Quand c'est en milliers de morceaux, il y a une sorte d'atomisation générale là, qui est en train de... Alors que, en réalité, en sens inverse, on a un processus de globalisation où on aurait besoin d'une vraie entente à l'échelle européenne. Parce qu'en fait, on ne peut pas résister à Google, on ne peut pas résister aux grandes multinationales, on ne peut pas résister à la concurrence internationale, on ne peut rien faire si on n'a pas une économie qui a un certain poids, qui a une certaine masse critique, à un certain niveau. Sauf que l'Europe, c'est devenu une sorte de système technocratique complètement vide, sans but, sans horizon, donc il ne peut être que l'objet de la critique des antisystèmes, de ceux qui se veulent antisystèmes. Mais ceux qui se veulent antisystèmes, ils n'ont aucune proposition en dehors d'eux. C'est l'horreur, nous sommes encerclés, retranchons-nous derrière nos nations. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Sauf que si on ne se retranche pas derrière nos nations et qu'on décide d'être européen, il faut avoir un projet européen. Ce qui n'existe pas. Et je dis moi même pas, je ne vais pas faire le type antilibéral, etc. Puisque la conclusion de mon bouquin, ça s'appelle « Vers le libéralisme réel ». Parce que le libéralisme, je vous signale que Karl Marx était libéral. Puisqu'il voulait libérer l'homme.
Et le gendre de Marx, qui a écrit ce bouquin, son bouquin sur la paresse, dont je parle dans le livre, comment il s'appelle déjà? Lafargue. Paul Lafargue. Paul Lafargue, dans les 4 dernières pages de son bouquin sur la paresse, il prononce même le mot, il dit qu'il est libéral. Et il prononce le mot, il est libéral. Mais pourquoi? Mais parce que, évidemment, quand on veut libérer l'homme, après, il y a une multitude de voies possibles. C'est pas parce qu'il y a un petit groupe d'économistes qu'on appelle les néolibéraux, qui se sont appropriés la définition même du libéralisme, qu'il faut dire le libéralisme c'est horrible. Moi je pense que le discrédit dans lequel est tombé aujourd'hui en France et un peu aussi en Europe, ailleurs, le mot même de libéralisme en dit long sur notre pathologie collective. On peut être anticapitaliste, mais antilibéral. Moi je veux dire, vous êtes contre la liberté, vous. Mais la liberté, elle est indissociable d'un haut niveau économique partagé. C'est-à-dire que les néolibéraux, ils font le contraire du libéralisme authentique. Les néolibéraux, ils sont pour une sorte de compétition abstraite qui favorise l'héritage, c'est-à-dire de ceux qui ont du capital et qui le reproduisent, donc ils ne sont pas du tout dans une logique compétitive réelle. Parce que la vraie compétition, elle suppose un haut niveau d'égalité. Dans quelle compétition, je parle sportive, on accepterait qu'un type parte en Lamborghini, l'autre à pied, le troisième à vélo? Pas seulement pour des raisons de pitié collective, hein. Pas pour être gentil, parce qu'on a pitié dans une sorte de néo-charité chrétienne recomposée dans une sorte de gauche prolétarienne nouvelle mode. C'est pas pour ça. C'est juste qu'on ne peut pas savoir qui est meilleur. Hein. Et que donc si on va... Moi je pense qu'on a fait fausse route, que la gauche a fait fausse route, en voulant critiquer le néolibéralisme par un système en disant il faut être plus gentil, plus social, plus truc, plus égalité, parce qu'ils vont toujours vous rebalancer dans cette espèce de néo-darwinisme, de c'est le mérite, etc. Moi je dis que pour combattre le néolibéralisme, le meilleur moyen, c'est de le pousser dans les retranchements de ses propres principes. C'est ce que je fais dans le livre Sans emploi. Si vous le poussez dans les retranchements de ses propres principes, vous dites « Ah mais oui, moi je suis pour la vraie compétition. Ah ben alors mettons les gens à égalité. » Du coup l'héritage, blâme. Ah non, finalement non, pas trop quand même. Non, c'est un peu trop. Ah bah si, allons-y, franco. Allons-y là, le vrai truc. Et donc si on y va vraiment sur la compétition, moi ce qui m'a donné cette intuition, je vous le dis honnêtement, hein, comme ça, ce qui m'a donné cette intuition, c'est dans ma propre famille. C'est dans ma propre famille, et j'en parle même légèrement, après on m'a demandé d'enlever un certain nombre de passages, c'était un peu trop. Je nommais parce que je vais directement donc après j'ai enlevé les noms, etc. Mais dans ma propre famille, il y a une société qui est assez connue, etc. Et je voyais des gens qui avaient hérité, qui étaient inefficaces au possible, qui étaient moins bons que les cadres qu'ils engageaient, qui étaient 100 fois meilleurs qu'eux, mais qui eux n'avaient pas le capital, et qui en plus cultivaient pour eux-mêmes l'idée qu'ils sont tellement bons, même s'ils pouvaient perdre 2 ou 3 millions d'euros la première année où ils ont... De toute façon, ils avaient le matelas suffisant et donc ça marche bien, etc. Je me suis dit, mais il faut inventer un système, puisqu'on parle tout le temps de flexibilité. Quand on parle de flexibilité, c'est flexibilité par le bas, c'est-à-dire les rameurs. Moi, je suis d'accord que le pilote du bateau, le capitaine, il est plus important, c'est ce que disent les néolibéraux. Mais s'il est plus important, il doit être plus responsable. S'il est plus responsable, il faut la flexibilité par le haut. Donc c'est ce que je propose dans mon système. Flexibilité par le bas, ok, mais par le haut aussi. Alors là, les néolibéraux, la flexibilité par le haut, qui suppose un impôt progressif sur le capital, pour le coup, ils ne sont plus d'accord. Ils disent, ah non, ah mais moi je dis, mais c'est pour la compétition, les enfants, c'est juste pour la compétition. Vous ne voulez pas qu'il n'y ait pas de compétition? Eh oh, attendez, allons-y, la vraie compétition, le darwinisme, vous vous souvenez, le truc dont vous parliez? Allons-y jusqu'au bout. Ah là, plus d'accord, il n'y a plus personne. D'un seul coup, c'est, ah non, on va envisager ça autrement, il faut, non, si, le mérite, moi pas de pitié. On va y revenir sur le détail du système que je propose à ce sujet. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous n'avez pas une offre spécifique qui propose de ne plus fonctionner sur une fiction que tout le monde sait être une fiction, le plein emploi, le machin, etc., toutes ces choses-là, avec un vocabulaire qui est plus ou moins technique, dans des débats où tout le monde s'en fout plus ou moins, dont tout le monde se dit, de toute façon, c'est juste leur carrière, et c'est pas faux, hein, eh bien, ça finit par provoquer une réaction vers des personnalités qui vont avoir de la valeur en raison même proportionnellement à leur excentricité, puisque l'excentricité, ça veut dire qu'ils sont extérieurs. Quel que soit
quelle que soit la manifestation de cette excentricité. C'est-à-dire, c'est dingue. C'est-à-dire qu'au départ, on est dans des choses qui pouvaient être une certaine outrance à la Jean-Marie Le Pen, mais quand même avec un discours cohérent, défense du petit commerçant, du machin, toute une série de choses qui avaient une certaine cohérence. Et puis maintenant, le système est tellement en train de s'effriter qu'à la limite, on fait pipi sur la table, c'est un signe de bonne volonté. Et ça devient vraiment un truc... c'est-à-dire que tout signe d'extériorité, d'excentricité est conçu en soi comme étant le type, il ose, et les autres, ils osent tellement peu que autant voter pour quelqu'un qui ose, quel que soit ce qu'il ose. C'est ça le vote de Trump. Et on est arrivé à ce niveau-là. Un niveau qui est de populisme, qui est quand même spécifique à notre époque, qui va au-delà du point de vue de l'outrance expressive de ce qu'on avait dans les années 30, pour le coup. Parce que dans les années 30, on avait quelque chose qui était structuré militairement, on savait à quoi s'attendre. Non, là, c'est vraiment l'expression de « je suis dérégulé, je t'emmerde ». Donc, je ne respecte pas la loi, et alors, c'est que je suis plus malin, et donc, finalement, je suis honnête de le dire dans le... Vous voyez ? Donc, je suis plus honnête que ceux qui prétendent la respecter, mais qui en fait ne changent pas le système, et donc s'en foutent. C'est-à-dire, le raisonnement, encore une fois, c'est plus du raisonnement, c'est du RE, c'est de la résonance, permanence. Je finis juste, après on va faire que du débat. C'est quand le débat? C'est bientôt? Oui, c'était depuis 5 minutes. Ah mince, c'était depuis 5 minutes. Alors, je vais dire juste deux choses. Une autre des caractéristiques structurelles du populisme, et ensuite le système que je propose, et après vite tout. Je fais ça 5 minutes, promis. Et ensuite on discute. Première caractéristique, la dernière caractéristique du populisme, c'est que on va avoir des gens qui, à gauche, lorsqu'ils sont populistes, vont être donc des progressistes en surface, mais en réalité, ils vont être réactionnaires dans un deuxième temps. C'est par exemple pour moi l'idéal type de Manuel Valls. Je suis désolé, parce que comme tout de suite on voit ce que c'est tout de suite parce qu'on a l'image directe, si on pourrait dire autre chose. Et donc c'est ce que j'appelle, eux, les progressistes réactionnaires. Et en face, vous allez avoir des gens qui sont à la base réactionnaires, du coup, genre Marine Le Pen ou d'autres, mais il va falloir qu'ils fassent les progressistes. C'est ce que j'appelle les réactionnaires progressistes. Et ces gens-là vont danser sur la même piste en prétendant qu'ils se détestent. Et ils vont devenir la dynamique même du système. Et pendant ce temps, en face, on va avoir rien, en gros. C'est-à-dire des gens qui vont être considérés comme étant dans le système, critiqués comme étant néolibéraux, comme étant ceci, comme étant cela, toute une série de choses. Mais on ne sait pas ce qu'ils disent, on ne sait pas ce qu'ils proposent, alors que les réactionnaires progressistes et les progressistes réactionnaires, on ne sait pas ce qu'ils proposent positivement, mais comme ils ont le sentiment, comme ils donnent le sentiment qu'on est en guerre, qu'ils se battent contre quelque chose, et qu'ils donnent une apparence extrémiste et excentrique, finalement ils font plus confiance que tous les autres. C'est ça la structure finale du populisme. Maintenant, qu'est-ce que je propose pour sortir de ça dans une société, je vous dis, d'abondance objective, où il ne faut pas faire comme l'erreur du marxisme, qui a consisté à balayer ce qui fait le cœur de l'humain, parce que moi je suis anthropologue, donc je m'intéresse à ce qui fait le cœur de l'humain, c'est-à-dire le désir de se distinguer, de raconter des histoires sur ce que... Il faut suivre de voir, les humains, ils s'habillent pas seulement pour avoir chaud, ils s'habillent pour dire quelque chose d'eux-mêmes. Même dans des objets qui sont des objets de confort objectif, par exemple des lunettes, vous allez chez l'opticien, et à la fin il vous fait choisir vos lunettes, de toute façon ça sera le même verre, objectivement, mais il va vous dire, prenez plutôt celle-là parce qu'elle vous ressemble. Elle ressemble à qui? Elle ressemble à cet autre nous-mêmes, qui est ce que j'appelle notre être narratif. C'est-à-dire la façon que nous avons de nous distinguer en nous racontant. Et c'est ça qui donne du sens à l'existence. Le problème du chômage aujourd'hui, c'est moins un problème purement financier, il y a un problème financier, mais purement financier, que la capacité à se raconter quelque chose de positif. C'est ça, à raconter, avoir une narration positive. Mais c'est pour ça que c'est le même problème chez les gens qui ne sont pas au chômage, mais qui font ce que certains sociologues appellent les shitty jobs. C'est-à-dire qu'ils se représentent eux-mêmes comme ayant un boulot qui n'est pas quelque chose qu'ils apprécient, et du coup, pareil, ils n'arrivent plus à narrer quelque chose. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais en fait, le développement d'un loisir qui n'est plus un loisir de repos, aujourd'hui, mais qui est un loisir, ce que j'appelle la stagiarisation du monde, un loisir de stage où j'acquiers une compétence, je vais faire du tourisme culturel, du tourisme social, etc. C'est parce que les gens s'ennuient tellement, c'est pas du burn-out, c'est du bore-out. Parce que on travaille objectivement beaucoup moins. Ça me fait rigoler quand j'entends. Ce qui est horrible, c'est que maintenant, on travaille beaucoup plus. Non, on travaille beaucoup moins qu'au 19e siècle. Je suis désolé, hein. Moi je montre les chiffres dans mon bouquin, on travaille beaucoup moins. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un rapport à l'adaptation en temps réel
qui nerveusement nous stresse, donc c'est différent. Et pourquoi est-ce que ce rapport à l'adaptation nous stresse? Il nous stresse parce qu'on a l'impression de ne plus avoir d'objectif à la fin. Et donc de ne plus faire ce qu'on veut, alors qu'on aurait la possibilité de passer à autre chose compte tenu de l'évolution de la productivité. Donc à la fois, on est attaché au travail parce qu'il y a une sorte de chantage qui fait que si on n'a pas de travail, on sombre dans une catégorie où on ne peut plus rêver, on ne peut plus rien faire, on va être en fin de droit, etc. Donc on n'a plus envie de rien faire. Ça construit la paresse, au contraire, ça construit le détournement du système. On se sent encaserné. Et moi j'ai fait mon service militaire, j'en sais quelque chose. Au service militaire, on est là et on n'a pas envie d'être là. Résultat, c'est l'espace où se déploie la paresse. L'homme n'est pas paresseux en soi. Ça veut dire qu'il va se distinguer. Moi j'ai vu des compétitions à celui qui serait le plus paresseux dans la journée. Alors que toute cette énergie à faire le plus paresseux, elle aurait pu être utilisée à autre chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la compétition à celui qui sera le plus paresseux pour bénéficier effectivement des avantages sociaux, des machins, des trucs, etc. Mais qui de toute façon, avec lesquels ils ne feront rien. Mais ils ne feront rien parce que le système ne leur laisse rien faire avec. Donc c'est aujourd'hui que l'argent est perdu en redistribution. Pour ça. C'est la raison pour laquelle ce que je propose en premier, parce que c'est possible, et finalement c'est un revenu d'existence de haut niveau, qui n'engendrerait pas de la paresse. C'est le contraire. C'est exactement le contraire. Un revenu d'existence de haut niveau, qui pourrait permettre de fournir ce qui aujourd'hui est produit massivement, et qui produit massivement sans le concours, ou très peu, ou de moins en moins du travail humain, c'est-à-dire, les objets de subsistance, de base, qui sont produits massivement. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus comment les écouler à un certain niveau. Et deux, les objets que j'appelle les objets du désir, non pas seulement de survivre, mais du désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux, c'est-à-dire le confort objectif. Ce que j'appelle aussi le luxe objectif, c'est-à-dire on pourrait s'en passer, mais néanmoins on économise de l'énergie, on est mieux, la maison est domotisée, la chaleur, le truc, etc. Et ça, le revenu d'existence devrait pouvoir pourvoir absolument à tout ça. Vous allez me dire qu'est-ce qui reste? Il reste l'essentiel. Les objets du désir d'être, c'est-à-dire la structure narrative, le désir de se distinguer. Parce que la société, l'économie d'abondance, elle nous fait passer vers une valorisation maximale du désir d'être. Ce qui explique que dans la société d'abondance, il y a un décrochage entre le prix nominal et le prix réel, pour reprendre les catégories d'Adam Smith. Je m'explique, parce que je sais que dès qu'on fait de l'économie, ça devient tout de suite... Mais c'est très simple. C'est qu'Adam Smith, il nous dit, le prix réel, c'est la quantité de travail, d'efforts nécessaires et de temps pour passer à fabriquer la chose. Le prix nominal, c'est le prix négocié sur le marché. Normalement, c'est pas exactement pareil, mais ça se suit plus ou moins. Dans l'économie que j'appelle de subsistance, la première, comme c'est les biens du désir de survivre qui sont recherchés, il n'y a pas, si vous voulez, il y a une économie, elle est directement fondée, le prix réel, c'est directement le temps qu'il faut pour aller immédiatement avoir ma nourriture. C'est-à-dire que si j'ai, dans cette économie-là de subsistance, si j'ai, je ne sais pas moi, une cabane au fin fond, donc qui me permet de subsister, au fin fond de la campagne, je ne sais pas où, dans un coin complètement retiré, ou si je l'ai, cette cabane, l'équivalent avec, peut-être même moins confortable que ma cabane, je l'ai dans le 6e arrondissement face à la Seine, ça ne change rien au prix, tout le monde s'en fout dans l'économie de subsistance. Oui ? Parce qu'on n'est pas dans le désir de se distinguer, puisque ce n'est pas fourni, la base n'est pas fournie. L'économie de la rareté, c'est les objets, ceux qui prennent le dessus sont les objets de ce qu'on appelle le désir de vivre, de survivre mieux, le confort objectif. C'est les grandes civilisations, la construction des ponts, etc., toutes ces choses-là. Et là, c'est le confort objectif qui va être l'objet d'une lutte, d'une appropriation. Donc, ceux qui sont dominants dans la société, qui vont vouloir avoir des grands châteaux, des machins, des trucs, etc. Dans l'économie d'abondance, tout ce confort objectif, il est fourni d'emblée. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation spéculative sur le désir d'être. Ça veut dire que vous allez avoir une super maison domotisée, hyper classe avec tout, etc. Finalement, comme il y a une baisse tendancielle des prix de tout ce qui est fabriqué aujourd'hui, même lorsque c'est complexe, c'est de plus en plus difficile à trouver une marge. Les startups aujourd'hui, j'essaie de le montrer dans le détail, elles ont un problème à trouver des marges, parce que c'est l'effet de surprise, même pour un iPhone. La différence objective entre l'iPhone 7, 8, 9, je ne sais plus où on en est, et l'iPhone précédent, elle est très très faible. Par contre, c'est le design, c'est le style, c'est le désir d'avoir cet iPhone, etc., qui va immédiatement augmenter le prix, qui va baisser tout de suite après. Ça veut dire que si objectivement on va avoir le même confort, en fait on peut l'avoir pour presque rien, mais en même temps, toute la compétition, c'est recomposer sur le désir de se distinguer. C'est ce qui, vous voyez, en 50 ans à Paris, regardez, rien qu'en 50 ans, jadis, il y avait très peu de différence entre avoir un appartement à Paris et avoir un appartement, entre guillemets, en province.
Ce qui comptait, c'était beaucoup plus dans l'économie de la rareté, là, le fait que ce soit objectivement mieux, plus beau, les murs, le truc, etc. Là, comme on est sur du spéculatif, sur le désir d'être à cet endroit et pas ailleurs, ça va être multiplié par 10. Et ça n'a pas de limite, parce que c'est le désir, c'est le niveau du désir d'être. C'est pour ça que je vous dis que le revenu d'existence, il doit fournir tout ce qui est aujourd'hui fourni, basiquement et même en termes de confort objectif. Par contre, la compétition, tous les revenus complémentaires, ils doivent se construire dans ce nouveau jeu de distinction qui se fait sur le désir d'être. Ça, personne ne le dit, ce que je vais vous dire là dans 2 secondes. Mais quand on parle de la spéculation financière, j'ai l'impression que j'entends les économistes, même quand j'entends Piketty, dans un sens, que ça vient de nulle part. C'est-à-dire, c'est des bulles financières qui prennent, qui éclatent, etc. Il faut quand même dire que la spéculation financière, elle ne pourrait pas exister dans une économie de subsistance. Elle ne pourrait même pas exister dans une économie de rareté, dont le dernier moment est le moment industriel. C'est pour ça que je parle de conditions de l'homme post-industriel. Pourquoi? Parce que si, aujourd'hui, on peut spéculer financièrement, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur abstraite sur des milliards, des milliards, des milliards, c'est parce qu'on est dans une économie d'une telle abondance que les objets de base sont déjà fabriqués. Donc on peut spéculer sur le reste, sur le fait de dire ça vaut des milliards, ça, etc. Et ça finit par se retourner contre le processus industriel, parce qu'il va y avoir des évaluations qui vont être entièrement fondées sur le pur spéculatif, la pure idée, justement, sur le désir d'être, qui ne sont plus en rapport du tout avec la valeur réelle matérielle, c'est-à-dire la production réelle, c'est-à-dire le prix réel, pour parler comme Adam Smith, des produits. Donc il faut changer de système, parce que gérer le système de l'économie d'abondance comme si on était dans l'économie de rareté, sans changer les clés de répartition, c'est pas une question de motivation, c'est pas une question de marxisme de gauche ou de droite, c'est juste que le système ne peut que s'effondrer. 2008, c'était la répétition de ça. 2008 est une des causes de Trump, est une des causes du populisme. Donc ça veut dire qu'il faut changer revenu d'existence, mais de haut niveau, pas un revenu d'existence qui est là uniquement pour éliminer les avantages sociaux, etc. Pas du tout. Le revenu d'existence, il est là pour permettre effectivement aussi le fait qu'il n'y a plus de gens qui travaillent d'un côté, de gens qui ne travaillent pas de l'autre. Tout le monde travaille. C'est-à-dire tout le monde a une activité. C'est ce que j'appelle remplacer le mythe délétère, maladif du plein emploi et inatteignable par la réalité de la pleine activité. Et d'un seul coup, même en termes d'égalité homme-femme, ça se ressent. Parce que ça veut dire que tout ce que les économistes appellent la production invisible au foyer, etc., se remet à exister avec un revenu d'existence donné à tout le monde. Puisque tous les revenus ne sont plus que des revenus complémentaires ensuite par-dessus. Ça devient seulement des revenus complémentaires. Et donc comme ça devient des revenus complémentaires, ça veut dire qu'on peut prendre le risque d'être artiste, on peut prendre le risque de faire plusieurs choses, la multi-activité, ce dont on a besoin aujourd'hui. Il n'y a plus de retraite. Et ce que je veux dire par là, c'est que la retraite, c'est l'exclusion aussi, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la médecine, de toute une série de choses. Ça veut dire que ce qui compte, c'est l'activité. Les gens, on ne les vire plus, mais on ne les vire plus non plus lorsqu'ils sont à la retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de raison de distinguer je travaille, je ne travaille pas. Il y a un revenu d'existence de haut niveau. À côté de ça, les gens, ils contractent les assurances qu'ils veulent, mais le revenu d'existence, il est vraiment de haut niveau, puisque c'est les biens, je vous dis, des deux premiers plans. Et à partir de là, il y a des gens aujourd'hui qui ont 95 ans et qui sont objectivement plus productifs que des jeunes de 18 ans. Il faut arrêter avec le jeunisme aussi. Ah oui. Ah non mais c'est vrai dans tous les cas. Non mais c'est sérieux, c'est sérieux. Et en même temps, il y a des gens qui peuvent avoir 15 ans aujourd'hui, sur leur petit ordinateur, ils vont créer de la richesse. Eh bien très bien, ils créent de la richesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le revenu d'existence de haut niveau? Et ça, c'est la mesure la plus difficile à faire accepter. C'est pour ça que j'ai fait tout ce petit préambule. Ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir de droit du travail. Je veux dire, je suis désolé, il ne peut plus y avoir de droit du travail. Pourquoi? Parce que le droit du travail, il est lié au droit au travail, qui est une période intermédiaire où on ne pouvait pas, on n'était pas dans une situation de prospérité, donc la seule manière pour les révolutionnaires de nous sortir du servage, c'était de dire, puisqu'on ne peut pas faire que tout le monde ne travaille pas, et soit libre, donc soit un citoyen, si le mot citoyen est employé à partir de 1791, je crois que c'est pas pour rien, c'est parce que citoyen, finalement, c'est juste quelqu'un qui ne travaille pas dans l'Antiquité grecque, et donc, en fait, c'est un possesseur, sauf qu'il est, contrairement à ceux qui ne travaillent pas, qui sont les nobles de l'Ancien Régime, eux, au moins, ils sont à égalité entre eux. Alors que les nobles, il y a le marquis, le duc, le machin. Donc c'est ce que ça voulait dire. Et quand ils ajoutent citoyenneté universelle, il y a une société de gens libres. Sauf que ce n'était pas possible. Donc le seul moyen d'y arriver, c'est au moins de dire le droit au travail pour tout le monde, sauf que la nouvelle aristocratie qui était la bourgeoisie, qui possédait les moyens de production, automatiquement,
elle a une tendance naturelle à profiter de sa position dominante. Donc ça veut dire que le droit au travail, donc avec une rémunération, devait automatiquement être régulé par un droit du travail. Mais comme aujourd'hui, le travail n'a plus de sens tel qu'il existait, donc le droit du travail devient un blocage, y compris au développement social, y compris au progrès social. Alors qu'avec un revenu d'existence de haut niveau, ça veut dire qu'effectivement, le patron, il peut dire, ben, vous partez, ça revient à un contrat civil normal, alors que de part, c'était un contrat de travail, c'était un contrat spécifique, plus protecteur pour les raisons que je vous indiquais, en raison de cette inégalité. Mais il y a de nouvelles relations qui s'établissent, parce que l'individu aussi, il peut partir, le patron sait qu'il peut partir quand il veut et qu'il peut monter son propre truc, puisqu'en plus, la productivité actuelle, via Internet, via une nouvelle rencontre de l'offre et la demande, etc., fait que tout le monde peut monter plus facilement son entreprise, s'il le veut, sans investissement basique important. Par exemple, vous faites aujourd'hui de la radio comme vous voulez. Plus d'investissement, quasiment de la télé. Vous montez une chaîne de télévision, YouTube, c'est comme vous voulez. Donc c'est ce que j'appelle le mode de production interactif, c'est en train de changer complètement. Deuxième plan, cette flexibilité par le bas. Je suis d'accord pour la mettre en place, mais je vous parlais de flexibilité par le haut. La flexibilité par le haut, ça ne peut être que l'impôt sur le capital. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme c'est les machines qui font de plus en plus le travail à la place des humains, la richesse, elle n'est plus dans le revenu lui-même, c'est-à-dire le revenu du travail, ou très faiblement, de plus en plus faiblement. La richesse, elle est dans le fait que ceux qui possèdent les moyens de production n'ont pas à payer les machines, évidemment, puisque les machines ne reçoivent pas de salaire, et donc, du coup, il y a de moins en moins, ne serait-ce que ce qu'il y avait avant, cette distribution minimale qui se traduisait par le fait de payer les gens pour faire un travail. Donc, ça veut dire que lorsqu'un individu hérite de plusieurs milliards, ou même de quelques centaines de millions, sa décision, ses actions sont des actions politiques puisqu'il engage la vie de milliers, si ce n'est pas de millions de gens, de façon indirecte. Donc on ne l'exproprie pas. En revanche, s'il y a un impôt progressif sur le capital, comme on estime que c'est déjà difficile que la société supporte et que c'est même mauvais pour la compétition, qui est des sociétés si grosses, et bien qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, si tu as 1 milliard, il faut que tu payes entre 80, ou de l'entour de 10%, entre 80 et 100 millions. Il ne peut pas le faire, on n'aura pas pitié, ça veut dire qu'il est obligé de le revendre et peut-être qu'il sera meilleur avec une progressivité inférieure en n'ayant que 300 ou 400 millions immobilisés en usine, peut-être qu'il sera un meilleur pilote et peut-être que d'autres y arriveront mieux. Résultat, il ne pourra pas se cacher devant des cadres qui vont faire le boulot à sa place sous prétexte que lui il est héritier et qui, même en étant plus efficaces, n'arriveront jamais à posséder le capital. Là, on sera dans une vraie société d'ascension sociale et en même temps, qu'est-ce que ça fait ça? Ce qui permet la flexibilité par le haut, c'est-à-dire de faire valser les patrons en fonction de leur efficacité ou de leur inefficacité, c'est ce qui finance la flexibilité par le bas, c'est-à-dire le revenu d'existence. Ça tombe bien, puisque pour être sûr de ne pas sombrer dans la banqueroute, le capital réel, c'est le produit intérieur brut, et donc ça veut dire que le niveau du revenu d'existence est indexé sur le niveau du produit intérieur brut, et donc on sait qu'on ne peut pas sombrer comme un vaisseau qui sombrerait. Mais ça, ce n'est pas encore suffisant. Il faut une troisième grande mesure, c'est comprendre d'une nouvelle manière ce qu'est l'impôt indirect sur la consommation, la TVA. Tout le monde dit la TVA c'est un impôt injuste. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui est injuste justement, c'est la consommation, le fait de pouvoir consommer des choses qui sont extrêmement luxueuses alors que l'autre ne peut pas le consommer. C'est la jouissance effective qui est injuste. Donc la TVA elle a deux objectifs, elle doit avoir deux objectifs. Un, elle doit permettre, c'est un objectif social, c'est-à-dire tout ce qui est assurance maladie, toutes ces choses-là, ça ne doit plus être indexé sur le travail, puisque le travail, comme je vous le disais, il y a de moins en moins de contributeurs, de plus en plus de demandeurs. Par contre, on n'arrêtera pas de consommer, puisque de toute façon on produit de la richesse, donc il faut que la TVA ait une fonction sociale sur le plan de la maladie de longue durée, toutes ces choses-là, etc. Et la deuxième fonction de la TVA, évidemment, c'est ce que j'appelle une fonction de transformation du profit en profitable. Rendre le profit profitable. Ça veut dire qu'on doit avoir une TVA négative aussi, qui fonctionne en cercle fermé, comme un système. S'il y a un produit où on décide, du point de vue du pilotage politique, démocratiquement, qu'il est mauvais pour la communauté, eh bien, ce produit, on le rend plus cher en le taxant. Et en le rendant plus cher en le taxant, on permet une transition plus facile vers d'autres secteurs, où là, imaginons qu'il y a un secteur qui soit bon pour le développement durable, ce que vous voulez, mais qui est pas rentable, eh bien on redistribue ce qu'on a ponctionné dans ce secteur pour que le produit soit plus rentable et que donc progressivement l'initiative aille dans ce secteur-là. Vous avez ce système avec une TVA qui est sociale et développement durable, si vous voulez, en quelque sorte pilotage politique,
du profit vers le profitable. Vous avez un impôt sur le capital qui doit remplacer l'impôt sur le revenu complètement. Pour moi, j'ai oublié de le dire, hein. Je sais que ça aussi c'est... L'impôt sur le revenu, Piketty n'est pas d'accord, mais pour moi l'impôt sur le revenu n'a plus aucun sens, puisqu'il est essentiellement grévé sur le travail. Donc il ne faut pas faire tout et tout en même temps et ponctionner de tous les côtés. Il faut que ce soit un truc clair. C'est l'impôt sur le capital des personnes. Du coup, ça enlève aussi toute cette hypocrisie chez certains chefs d'entreprise qui ont hérité, pas hérité, qui disent « c'est ma voiture de fonction, c'est pas ma voiture de fonction » ou « je vais à Tahiti faire un voyage d'affaires, mais en fait, c'est pas un voyage d'affaires, tout en étant un voyage d'affaires, tout en étant un truc. » Aujourd'hui, on leur dira « écoutez, c'est plus la peine de vous donner un salaire très très faible et puis ensuite de vous donner des avantages en nature énormes. Non, là, c'est une situation plus claire, c'est votre capital réel, vous possédez combien, vous avez ça, etc. Tac, on l'évalue, et puis point. » Et donc, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez avoir une voiture de société, machin, etc., il n'y a pas de problème, sauf que vous ne vous plaindrez pas si à la fin, vous ne pouvez pas payer l'impôt progressif sur le capital si vous l'avez dépensé en allant à Tahiti, parce que vous êtes devenu moins productif. C'est ça le format. J'ai fini, voilà. Et donc, vous avez ce système, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais au moins, là, on a une transformation systémique. Et on ne cherche plus à être on ne cherche plus à être à la traîne de la Chine, parce que les points, on envie les points de croissance, etc. La Chine est en amont de nous, elle n'est pas en avant, elle est en amont. Mais comme on est complexé, on ne comprend pas ce qui nous arrive avec cette société d'abondance, on ne comprend pas qu'on aurait la possibilité de mettre en place un système qui serait à la fois plus social et plus compétitif. C'est ça que j'appelle le libéralisme réel, qui dépasse la fausse alternative qui est en réalité un dilemme entre capitalisme et socialisme. On est ailleurs, on n'est plus dans le système de production capitaliste. Mais si on continue à gérer notre vie, à gérer l'économie, à gérer la politique comme ça, eh bien, non seulement on s'expose à court terme à des populismes qui peuvent dériver sur des dictatures, mais en plus, en toute hypothèse, le système va s'effondrer et ce qui aurait pu être une opportunité historique dans l'histoire de l'humanité devient un désastre. Merci.